Eh bien, l'actualité, le ministère du Commerce, comme il fallait s'y attendre, a fait un communiqué dans lequel ils interdisent pour 6 mois, une période de 6 mois, disons l'exportation de certains produits d'art de première nécessité. Vous l'avez suivi aussi, c'est quoi Alphonse Mara? J'ai vu ce communiqué du ministère du Commerce signé de la ministre qui interdisait l'exportation des produits de première nécessité, si on peut appeler ça ainsi. Les denrées de première consommation sont interdites à l'exportation pour une période de 6 mois. Cette période de 6 mois, ce serait de ce mois de juillet, qui est le 7e mois, jusqu'en janvier quasiment. Mais ce que le département veut prendre en compte, c'est le panier de la ménagère. Mais est-ce la solution? La question majeure, c'est ça. Est-ce que l'interdiction de l'exportation pourrait mettre le panier de la ménagère en sécurité ou en sûreté? La question demeure. Puisque c'est à cause de la flambée des prix. Oui, effectivement. La flambée des prix qu'on a constatée ces derniers temps sur le marché, Aoulatou le disait hier, le sac d'oignons est passé de 400 000 à 500 et plus. À 500 et quelques mille. Mais ce n'est pas que le sac d'oignons. Les autres denrées vont commencer à grimper au fur et à mesure. Le premier impact, en fait, le premier facteur, c'est d'abord le marché international qui connaît une certaine hausse ces derniers temps. Ensuite, le cours des devises chez nous, le franc guinéen qui se déprécie par rapport aux différentes devises. Et l'autre chose, quand même que le département devrait pouvoir préciser dans son communiqué, c'est de nous rappeler quelle est la marge ou quel est le pourcentage de l'exportation de nos produits agricoles ici par rapport à l'importation qu'on fait. Parce que quand on parle du riz par exemple, j'ai comme l'impression, ça c'est sans données exactes, que la Guinée importe plus de riz qu'elle n'exporte. Oui. Parce que le constat au port, c'est que les bateaux qui s'alignent ne débarquent que du riz, quasiment. L'huile, le riz et autres produits sont toujours importés sur notre territoire. Et nos productions, les productions locales ici ne suffisent pas à combler le marché national. Est-ce aujourd'hui l'interdiction de l'exportation pourrait être une solution? Moi je me pose la question. Par contre, il y a un précédent qui pourrait permettre au département de consolider son argument. C'est sous Kouyaté ou sous qui les frontières avaient été fermées pour un moment à l'exportation des denrées de première consommation. Ça a fait que le marché guinéen, les exportateurs étaient contraints de ramener leurs produits sur le marché. Oui. Ça a inondé le marché. Tout à fait. La consommation, les prix ont baissé. Le Guinéen a consommé facilement. Mais est-ce qu'on va continuer à interdire périodiquement l'exportation de nos denrées quand on n'a pas mis en place une politique réelle pour approvisionner nos marchés? Parce que souvent ce n'est pas un défaut de production, c'est le défaut d'acheminement. Parce que quand vous regardez dans les documentaires que notre antenne produit souvent hors série ou même les oubliés, vous allez dans des zones en Guinée où on produit en masse. Mais ces zones-là ne peuvent pas transporter ces produits-là vers les différents marchés parce qu'ils n'ont pas de route. Justement, il y a les zones qui sont enclavées. Oui. Et il n'y a pas d'accompagnement. Le ministère de l'Agriculture récemment avait mis en place une stratégie pour permettre aux agriculteurs dans les coins les plus reculés de pouvoir bénéficier des accompagnements de l'État et même le système de location des machines. Mais en fait, il faut un travail encore plus profond. Parce que notre marché aujourd'hui, la consommation guinéenne dépend plus de l'importation. C'est une économie extravertie. Oui. Donc aujourd'hui, il faudrait accentuer la production locale, mettre les moyens pour que les producteurs actuels, parce que les Guinéens produisent encore, que ces productions-là puissent être acheminées vers les différents marchés. Et ce qu'il faut faire, le président Alpha Condé l'avait dit, produisons ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. Je pense qu'aujourd'hui, investir mieux sur la production locale nous permet de maîtriser les prix. Puisque si c'est à l'importation, on ne maîtrise pas les prix puisque c'est à l'international les prix sont fixés. Et ceux qui achètent, ils achètent en devises. Et une fois en Guinée, il faudrait qu'ils récupèrent un peu avec les droits de douane et tout ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il faut renforcer un peu la production locale, des mesures de protectionnisme pour essayer disons, au niveau de la douane, de taxer les produits qui entrent pour permettre à ceux qui sont à l'interne aussi, parce qu'ils ont leur coût de production
est différent du coût de production Absolument. de ceux qui sont à l'international. Absolument. Donc ça, il faut aussi les aider à ce niveau, parce que vous ne pouvez pas produire à 1000 francs et on vous dit de revendre à 100 francs. Justement, ça, moi, c'est compliqué. Je finis là-dessus. Moi, je suis quand même Oui. assez heureux que le département du commerce ait pris cette décision, parce que cette décision pourrait être un véritable précédent pour l'interdiction de certains produits sur notre marché. Vous avez quand même en République de Guinée des œufs qu'on importe, pendant que les producteurs locaux ici peinent à écouler les œufs qu'ils produisent dans les différentes fermes. On dit que non, les Guinéens consomment plus que le marché local ne peut produire. Mais ici, on a des producteurs qui n'arrivent pas à écouler leurs produits parce que les œufs importés coûtent moins cher que l'œuf produit sur place. Et ça, c'est normal, parce que quand on voit tout ce qui entre en compte dans la production des œufs en Guinée, c'est normal quand même coûts de que production sont élevés. le producteur puisse au moins tirer bénéfice de sa production. C'est là que l'État alors doit intervenir. Et l'autre chose, on a certains produits aussi qui sont en train d'envahir notre marché. Aujourd'hui, en République de Guinée, ce pays qui est quand même, Conakry, qui n'est pas loin de la ville des agrumes, on importe des oranges, on importe des mandarines, on importe même de la banane. Oui. C'est un dangereux précédent qu'on est en train de développer. L'opérateur économique qui le fait, c'est à raison, il cherche des bénéfices. Mais de l'autre côté, on est en train de tuer nos producteurs locaux. Parce que quand vous allez du côté de Kindia, la bananerie a quasiment disparu. La bananerie a disparu à Kindia. Aujourd'hui, les gens sont rabattus sur l'ananas parce que de l'autre côté, Salguidia voulait relancer. Mais même avec ça, est-ce qu'aujourd'hui les Guinéens ont accès à ça? Mais allez-y à Dabola, par exemple, l'huilerie de Dabola aujourd'hui n'existe quasiment que de nom. Oui. Ils ont 50 000 tonnes à produire. Aujourd'hui, c'est pratiquement 4 000 et quelques. Finalement, ils n'ont pas de matières premières. Et les producteurs vont maintenant au Mali pour y vendre. Évidemment, c'est le problème de matières premières. Parce Justement. qu'en réalité, le prix d'achat de l'usine est très faible. L'usine achète à 4 500, pendant qu'au Mali, c'est à 9 500 le kilo. Donc, les producteurs locaux sont obligés de vendre au Mali, puisque le pouvoir d'achat est plus élevé au Mali qu'en Guinée. Et l'État aurait pu quand même, au lieu de subventionner les sacs de riz qui débarquent au port, ils auraient pu subventionner cette usine. Puisqu'on a une part d'action, l'État a sa part. Il faudrait aujourd'hui que l'État passe vers la production locale. Oui. Parce que, encore une fois, la crise ukrainienne nous a rappelé qu'aucun pays n'était à l'abri de la crise alimentaire. Et aujourd'hui, tant qu'on ne produit pas chez nous, on n'est pas à l'abri. Un pays et indépendant, on ne peut pas maîtriser un les pays prix. indépendant, ce n'est pas que sa devise, c'est aussi sa production qui la suffit. Justement, allez-y à Oulatousso, ces produits, est-ce que vous pouvez nous révéler? Il y a le riz, le fonio. Allez-y rapidement à ce communiqué du ministère du Commerce. Alors, le ministère du Commerce, dans le communiqué signé hier, nous dit que c'est l'exportation plutôt du riz, de l'oignon, de la pomme de terre, du piment sec, du piment frais, de l'aubergine, du gombo, de la tomate fraîche, du taro, du manioc, du maïs, des farines de manioc et de maïs, du fonio, de l'igname, de la patate douce et de l'huile rouge alimentaire. Ce sont ces aliments-là qui sont pour le moment concernés par cette interdiction. Mais moi, je m'attendais beaucoup plus au contenu du communiqué du ministère, qu'on nous explique par exemple qu'est-ce qui justifie la raison de cette augmentation du prix, par exemple du sac d'oignons. Quand même, un sac qui était revendu à 400 000 ou 450 000 d'un seul coup se retrouve à 550 000. Moi, je m'attendais beaucoup plus à des explications dans ce communiqué parce que c'est le ministère du Commerce qui pouvait, par exemple, nous expliquer c'est quoi les raisons, c'est quoi ces motifs et quelles sont les mesures aujourd'hui qui sont prises pour que cela ne se répète pas ou bien pour ramener le prix également, revoir le prix à la baisse. Et fixer à nouveau les prix, par exemple, d'un sac de riz, d'un bidon d'huile et d'une boîte, par exemple, de tomates et tout. Alphonse parlait tout de suite de l'importation des œufs. Moi, je veux attirer l'attention des uns et des autres sur le poulet que nous consommons aujourd'hui. Regardez, quand vous partez dans les restaurants, quand vous partez dans le marché d'ailleurs, même dans nos familles, on ne consomme plus le poulet local. Le poulet local. C'est le poulet importé. Tout le monde est en train de consommer le poulet importé alors que nous avons pour nous ici. Comment valoriser cela
pour qu'on puisse consommer. Le riz dire, également de chez nous. Le Burkina, par exemple. Le riz de chez Le nous. Burkina, je n'ai jamais vu sur le marché burkinabé, ou même dans les différentes gargotes où on vend du poulet importé. C'est toujours du poulet local qu'on vend. Et ce qui est dommage dans tout ça, aujourd'hui, même les zones les plus reculées de la Guinée, vers la forêt, Farana, mangent du poulet importé. Pourtant, c'est là-bas. C'est le cas également de la pomme de terre. Oui. Vous avez constaté maintenant, il y a la plupart en tout cas des restaurants quand vous partez, c'est la pomme de terre en fait importée, c'est pas la pomme de terre de chez nous. Donc ça prend de l'ampleur et moi encore une fois je m'attendais beaucoup plus dans le communiqué du ministère du Commerce qu'on nous explique c'est quoi la raison de cette augmentation du prix de l'oignon. Quand même c'est inquiétant. C'est inquiétant, on ne peut pas aujourd'hui faire une cuisine sans l'oignon. Oui, je suis d'accord avec sauce que vous devez faire aujourd'hui, vous avez besoin d'oignons. Donc, on attendait beaucoup plus d'explications et nous fixer à nouveau les prix de toutes ces denrées-là et qu'il y ait un contrôle, qu'on sorte un peu des effets d'annonce. Non, les inspecteurs sont priés de veiller à cela. Non, il faut qu'on sorte un peu des mesures fortes pour lutter contre un peu de la fluctuation des prix. Allez-y, Caps, vous avez aussi suivi ce communiqué. Djiba, ce qu'il faut dire, moi, des fois, il y a une question que je me pose en fait. J'ai l'impression qu'on est tout le temps dans la réactivité, on n'est pas dans l'anticipation. La question que j'ai envie de me poser encore une fois, c'est de savoir est-ce qu'il y a une vraie politique nationale qui soit élaborée par rapport à tout ça? Moi je suis perdu. En réalité, pourquoi faudrait-il attendre à chaque fois à la dernière minute pour venir nous prendre des mesures d'urgence? On sait tous que ce genre de mesures en général est prise pour garantir une certaine sécurité alimentaire. Et en passant, j'ai envie de dire à Alphonse que ce qui s'est passé en Ukraine tout simplement rappelle que l'autosuffisance alimentaire, c'est une illusion. Dans aucun pays du monde entier, on ne peut arriver à l'autosuffisance alimentaire. Par contre, on peut arriver à ce qu'on appelle à la sécurité alimentaire. Donc, ce genre de mesure d'urgence vient justement pour garantir cette sécurité alimentaire-là. Mais au-delà de ça, ça peut également être prise à cause de la stabilité des prix sur le marché, à cause de la flambée des prix sur le marché. Aoula tout rappelait cet exemple avec le sac d'oignons. Mais au-delà de ça également, ça peut se prendre à cause de la disponibilité des denrées ou des produits sur le marché guinéen. Parce qu'à ce niveau-là, il faut se poser les questions de savoir, en réalité, quelle que soit l'envie du business qu'a ces entrepreneurs, ces opérateurs économiques, aucun d'eux ne pourra se permettre de pouvoir chercher à exporter les produits. Si en Guinée c'est rentable pour lui, il est important de chercher à comprendre justement c'est là pourquoi ces gens cherchent à exporter ces produits-là. C'est parce que c'est pas rentable pour eux. Je suis désolé, quel que soit... on est dans une économie où c'est le profit. Exactement. Quel que soit ton amour pour ta patrie, si tu as décidé d'investir, c'est pour faire une rentabilité économique. C'est pour faire des rentabilités, c'est pour avoir des marges bénéficiaires sur ton investissement. Quand cela n'est pas garanti pour toi, parce que tu as du mal à rentrer en possession des matières premières, ou parce que ces matières premières elles sont chères, ou parce que tu as une difficulté d'approvisionnement de tes produits, de là où tu produis jusqu'au niveau du marché où se trouve ta clientèle. Et mais au-delà de ça, il y a aussi d'autres facteurs. Il y a d'autres facteurs. Il y a l'équipement, il y a ce que vous utilisez, les engrais, les pesticides. Et même au-delà de ça, tout ça c'est jusqu'à venir au produit fini. Mais il y a une autre réalité après le produit fini. Comment on accompagne ces gens techniquement à écouler ces produits sur le marché? D'ailleurs, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que le ministère peut nous dire quel est le besoin en consommation du peuple de Guinée par rapport à l'oignon, par rapport à la pomme de terre, par rapport au riz, par rapport à tel et tel et tel? On ne connaît pas. Si on connaît ça, c'est sur la base là qu'on peut faire des vraies prévisions pour savoir, ok, on sait que dans l'année, il y a la saison normale, il y a la contre-saison. Pendant la saison normale, comment est-ce qu'on fait pour créer un véritable stock? Et est-ce qu'aujourd'hui, on a la technologie qu'il faut, ou on a les équipements qu'il faut, ou on a ce qu'il faut pour pouvoir maintenir un véritable stock qu'on peut déverser sur le marché pendant la contre-saison? Parce que le plus souvent, dans la contre-saison, les produits sont encore beaucoup plus chers que dans la saison normale. Et ce qui est déplorable, Djiba, on le voit ici en Guinée, que pendant la saison normale des différents produits, on voit des produits même se pourrir sur le marché. Des fois, on est obligé de jeter. Et quand ça se fait, c'est des producteurs qui perdent. Et là aussi, sur la chaîne, il y a un mécanisme de conservation. Exactement. Exactement. À Mamou, il y avait ce projet de relance de la conserverie de Mamou qui a été annoncé en grande pompe et qui est décédé dans l'œuf, malheureusement. Voilà. Aujourd'hui, c'est une opportunité quand même de relancer parce que la conservation, c'est les produits qu'on jette
peuvent être récupérés du côté de la conserverie Ouais. et remis sur le marché sur de nouveaux formes, sur la forme séchée ou sur d'autres formes. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, par exemple, comme la patate douce, il y a quand même ce procédé au Fouta, que moi j'ai découvert au Fouta, les karopoutés. La patate douce ne pourrit pas au Fouta. Quand la récolte est abondante, on fait bouillir et sécher les patates. Ça fait que après la saison, vous avez l'opportunité de réutiliser ces mêmes patates-là dans le processus comme si c'était de nouvelles patates récoltées. Et aujourd'hui, en fait, j'ai comme l'impression que même notre propre culture, parce que vous savez, il y a la culture agricole aussi. Je termine. Notre propre culture, on l'a abandonnée. Ça fait termine. qu'on jette tout aujourd'hui à la poubelle. Allez-y. Voilà, donc pour terminer en fait sur la question, Djiba, aujourd'hui encore une fois, il faut demander, on demande au ministère du Commerce de nous prendre des vraies mesures. En réalité, ce qu'on connaît Et surtout en aujourd'hui, commun accord avec celui de l'agriculture. exactement, en Il commun faut accord. mettre à contribution l'enseignement supérieur parce que les centres de recherche, par exemple, Exactement. l'IRAG avec les centres régionaux que nous Exactement. avons, Farana, Kindia et tout ça, la recherche, normalement aussi, a un rôle à jouer dans ce cadre-là. Voilà, c'est En pour termes dire- pour augmenter la productivité, Exactement. par exemple la conservation et tout ça, c'est là la recherche aussi doit intervenir. Très bien, c'est pour dire encore une fois Oui. qu'il faut un vrai travail à ce niveau-là. Justement. Et ce qui est regrettable, Oui. c'est que toutes les années, on est confronté à la même chose. Je me demande, est-ce que ce ministère-là, à la prise de fonction, ils ont posé un vrai diagnostic pour savoir que ça devait arriver et donc de mettre ensemble en contribution tous ces différents départements-là, Oui, oui. sectoriels, pour qu'ils puissent finalement réussir à nous définir une vraie politique, comment on s'y prend pour sortir de ça. Mais encore une fois, une mesure d'urgence, on va faire 6 mois. Après les 6 mois, faudra ils aller- seront obligés, Oui. d'ici même la fin des 6 mois, on sera obligé d'ouvrir avant la fin des 6 mois parce que la demande sera, Il y a sera le- faible par rapport à la production, par rapport à l'offre sur le marché. Et en ce moment-là, il faut à nouveau réouvrir pour que nous puissions partir. C'est pour dire encore une fois, sortons de ces mesures conjoncturelles-là et prenons des vraies mesures structurelles, réfléchissons, sortons de ça pour qu'on puisse en fin de compte mettre fin à ça pour toujours. Encore une fois, le ministère doit prendre beaucoup de courage et faire un vrai travail pour que nous puissions avoir une vraie politique Justement, nous permettant de pouvoir sortir de Je tout suis ça. d'accord avec Sinon, vous. encore une fois, c'est dommage parce que c'est les promesses qu'on a tenues le 5 septembre. Et c'est le même problème dans le secteur aussi de la pêche, hein, parce que j'apprends que, imaginez-vous qu'un pays comme la Guinée, avec nos richesses halieutiques, nous n'avons pas de port de pêche. C'est le port conventionnel avec le port que nous utilisions. On nous donne juste une petite partie. Imaginez qu'un bateau qui doit décharger, qui rentre avec 50 tonnes et quelques de poissons, il faut au moins 3 semaines. On a dans nos eaux 70 bateaux qui font la pêche industrielle. Vous avez 34 bateaux qui font la pêche semi-industrielle. Donc 2 bateaux peuvent prendre jusqu'à 4 jours pour pouvoir décharger. Je racontais à quelqu'un la dernière fois qu'on a un ministère de la pêche et de l'économie maritime, Oui, oui. mais qui fait que de la pêche. L'économie maritime en Justement, Guinée, c'est un segment qu'on a enterré. En fait, aujourd'hui, Félix et moi, on a porté l'enquête sur l'entreprise guinéenne de pêche, Sipeco. En fait, Sipeco aujourd'hui a toutes les difficultés du monde à passer à sa production normale. Parce que pour la simple raison que même la parcelle qui lui revient, même l'espace qui lui est dédié ne lui revient véritablement pas. Parce que l'espace est envahi par des débrouillards, par des vendeuses. En fait, ils ne peuvent pas traiter comme ils doivent. Et la part de l'État, malheureusement, l'État guinéen a cette habitude de signer des conventions dans lesquelles l'État ne donne pas ce qu'on lui demande. Et quand vous allez sur le site de Sipeco, vous verrez, en fait, c'est l'usine qui est censée accélérer même le débarquement des poissons. Des poissons, oui. Mais vous verrez que sa production est amenuisée totalement. Ce qui fait qu'on prend nos poissons pour aller du côté du Sénégal. Maintenant, on vous dit, la ministre de la Pêche, avant de donner la parole, disait que les prix ont grimpé parce que la population a augmenté. Oui, c'était la faute à ne pas commettre, puisque c'est une erreur quand même, une telle communication. Imaginez qu'on n'a pas de port de pêche. On n'a pas de politique de redistribution. Oui. Emmanuel, chez lui, là-bas en forêt, par exemple, il n'a pas accès aux poissons, même titre que celui qui est en basse-côte. Parce que ce n'est pas redistribué. Donc, il faut des centres, disons, de frigorifiques qu'on installe dans les 5 communes, mais aussi dans les autres régions et poser une condition à ces sociétés. Pour que vous pêchiez dans nos eaux, dans la convention, on vous oblige à ouvrir un centre là-bas pour essayer de garder les chambres froides, des chambres froides un peu partout dans les communes, dans les régions, les chefs-lieux. On conditionne ça à la convention, on vous dit, vous êtes obligé, vous, ce navire-là, va envoyer à Zérekoré à la chambre froide.
Et je pense que ça va permettre à tout le monde d'accéder aux poissons. Le département mais la politique à ce niveau aussi, c'est... Le département a des difficultés. Parce que quand on prend par exemple le secteur de la pêche en Guinée, il n'y a pas, je mesure encore mes mots, il n'y a pas d'entreprise de pêche guinéenne. Les Guinéens dans la pêche sont partenaires aux Chinois, vu que dans le code de la pêche, il est interdit de délivrer des licences aux étrangers. Donc des Guinéens sont acheteurs de licences pour le compte d'étrangers. Ça fait que en République de Guinée, l'économie maritime est totalement enterrée. Et c'est là où quand même je ne comprends pas l'ambition de l'État de rendre les Guinéens riches. La richesse locale ne préoccupe pas l'État. Parce que quand vous prenez par exemple les Guinéens qui sont dans le secteur, qui ont une certaine assise dans le secteur, vous mettez les moyens à leur disposition. Ces Guinéens-là ne prennent pas leur argent pour aller mettre en banque ailleurs. Ils mettent sur le plan local. Ils emploient des Guinéens. Ils font travailler. En fait, la chaîne est tellement grande parce que le secteur de la pêche, il y a du bateau à la dernière vendeuse dans le marché. Ça enrichit le pays. Mais quand l'État ferme les yeux sur le fait qu'on délivre des licences à des gens qui n'ont pas de bateau, parce que l'État ne les accompagne pas, ils vont prendre des Chinois qui viennent, ils trient les poissons dans le bateau. Ils prennent les poissons qu'ils ne peuvent pas vendre sur leur propre marché pour venir mettre ça sur notre marché. Et ils prennent le bon poisson pour aller vendre sur le marché étranger. C'est dangereux. Oui. Notre milieu marin est très riche par rapport par exemple au Sénégal. La dernière fois, Carlo le disait ici, la Guinée aujourd'hui nous avons 300 km de façade maritime. Et avec quelle quantité? Nous avons 200 000 nautiques. Et nous avons un plateau continental. Ça dit que c'est un scandale, mais malheureusement, on a des gens qui manquent de volonté. Et il y a un spécialiste qui nous écrit tout de suite sous anonymat. Il dit qu'on n'a pas de chantier naval. Évidemment. Il dit que le bateau c'est métal. Il faut le sortir de l'eau chaque fois pour l'entretenir. Et nous, on n'a pas ce dispositif. Donc, ils sont obligés d'aller en Gambie, au Sénégal, pour le faire chantier naval. Et ça a des répercussions sur le prix du poisson en Guinée. Et c'est pas moins plus de loin, 50 000. voilà, il dit il n'y a pas une entreprise d'emballage de carton digne de nom. Donc pour l'emballage, là aussi ils sont obligés d'aller au Sénégal ou à côté. Et en allant le faire là-bas, ça a des conséquences sur le prix aussi du poisson en Guinée. Il poursuit, dit qu'on n'a pas de port de pêche, comme je l'ai dit. Il dit construire aussi des champs froides un peu partout, comme vous venez de dire, et surtout la politique de redistribution. Donc voilà un peu ce qui fait que nous avons des poissons très chers en Guinée par rapport aux autres pays, parce que les mécanismes ne sont pas créés. Finalement, ils sont obligés d'aller acheter les poissons dans les autres pays, venir nous les revendre ici, pendant que nous, on a des le chantier naval dont il fait cas. Oui. Quand vous allez à Sérescore, du côté de Taouya, oui. Dans la cour du Sérescore, il y a un chantier naval abandonné. En fait, je me demande souvent ce que nos départements quand même font comme constat quand ils s'installent. Les ministres font des tournées dans différentes directions et autres, mais ils se contentent que de ça. Ils ne vont pas sur la réalité. Aujourd'hui, la Guinée... Le poisson est plus cher en Guinée qu'au Sénégal, qu'en Côte d'Ivoire. Pendant que les Sénégalais viennent prendre justement, ici. Et c'est ça la raison, parce qu'ils achètent tout, ces navires. Maintenant, avec tout ce qu'ils font à l'international, ils sont obligés aussi, pour supporter le coût, d'augmenter le prix. Et on a trompé le président en disant c'est quand on va augmenter le prix du permis qu'on va renflouer les caisses de l'État, alors que c'est là il fallait d'abord investir pour créer... Un spécialiste me disait la dernière fois, l'entretien d'un bateau, en fait le checking comme on fait pour la visite technique, c'est $50 000. 50 000 $. Et il rajoute qu'on n'a pas de quai de carburant. Donc pour prendre le carburant, il faut aller à Sipeko, le quai existe, mais les installations ont été totalement démantelées. Il ne reste que la cuve. Et pour prendre le carburant, il faut aller en Guinée-Bissau ou au Sénégal. Ça aussi, ça a des répercussions sur le prix du poisson en Guinée. Il nous faut un port de pêche, un quai de carburant, il faut une société d'emballage. La semaine prochaine, ayons une émission spéciale sur la pêche. Il y a de véritables problèmes à ce niveau. Allez-y. Alors, cette situation me rappelle une vieille histoire que la Bible raconte. C'est l'histoire de Joseph qui, avec Pharaon. Alors, Pharaon qui fait un songe où Dieu le révélait les 7 années de misère. Heureusement, ces marabouts n'arrivaient pas à interpréter le rêve. Joseph, qui était en prison, est parvenu à interpréter le rêve finalement. Et donc, Joseph lui avait dit que Dieu te révèle qu'il y aura 7 années d'abondance, mais derrière ces 7 années d'abondance, il y aura 7 années de misère. Donc, il faut déjà prévoir la prévision. Et c'est comme ça, le pharaon a eu la malice de dire, puisque c'est toi qui as interprété le rêve, tu seras donc responsable de tout ça. C'est comme ça, ils ont planifié. Pendant les 7 années d'abondance, ils ont enlevé quand même beaucoup fait de la réserve. Pour faire de la réserve. Donc, ce que je veux dire, en fait, ça ne s'invente pas.
ce n'est pas avec de la magie. Ça se planifie dans 10 années, dans 15 ans, dans 20 ans. Comment on va faire avec notre production locale? Comment est-ce que l'importation va gérer? L'exportation, comment on va gérer? Ce n'est pas au jour le jour qu'on gère les situations au cas par cas. Ça se planifie. Je crois qu'aujourd'hui, on ne manque pas de production locale, même si c'est insuffisant. Mais le problème, c'est comment nous gérons cette production locale. Vous venez de faire tout à l'heure le cas de l'usine d'huilerie de Farana, de Daboula. Vous étiez là-bas? Le problème, oui, on était là-bas, on a passé toute la journée. Le problème, c'est que vous arrivez au niveau de l'usine, il y a toutes les installations. Rien ne manque en termes de matériel. Mais le problème, c'est le problème de, comment dirais-je, de la matière première. Parce que justement, l'usine a des faibles revenus, doit acheter quand même de la matière première sur le marché. Ça, c'est un. Mais quand j'ai discuté avec le directeur, il nous dit, on a la possibilité de produire. Parce que même dans les textes de l'usine, il nous est donné la possibilité même de produire la matière première. Mais le problème, il n'y a pas de fonds. Et le ministère de l'Industrie qui est là ne fait pas face à cela. Ça fait combien d'années? Ils étaient obligés de diminuer même le nombre d'employés. Aujourd'hui, vous partez là-bas, il n'y a que, comment dirais-je, la direction et quelques agents mécaniques qui sont sur le terrain. Et c'est compliqué comme ça. Je crois qu'il faut une véritable politique pour pouvoir quand même... Je pense que si on avait injecté de l'argent dans l'huilerie de Daboula, aujourd'hui, on allait éviter d'importer de l'huile. Évidemment. Moi, ce que je veux dire, lorsque vous observez aujourd'hui ce qui est en train de se passer sur l'échelle mondiale, il va sans dire qu'il faut que notre État prenne des dispositions pour qu'on puisse préserver notre marché. Parce qu'en réalité... à chaque fois qu'il y a des problèmes au niveau international, vous le sentez même sur le marché guinéen. Parce qu'on n'a pas la possibilité de conserver même notre production locale. Est-ce qu'aujourd'hui, interdire l'importation, c'est la solution? Je pense que c'est non. Il faut une véritable politique sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et c'est là on parle même de développement durable. Mais si on n'a pas de politique, c'est qu'on vit sur le bon fonctionnement de l'économie des autres. Quand ça ne va pas ailleurs, ça ne va pas en Guinée. Et quand c'est comme ça, ce n'est vraiment pas bon. Aujourd'hui, on parle de la pêche. Sipeco est là, ça fait combien d'années? Dans le contrat de base, c'était 20 bateaux. Malheureusement, même l'espace qui est dédié à Sipeco, finalement, Alpha Condé, parce qu'à l'époque, les dames avaient manifesté quand Sipeco avait mis les femmes, je crois, marieuses au dehors. C'est le président lui-même qui est venu demander au directeur de recevoir encore ces dames dans leur espace de production. Donc, finalement, ils sont envahis. Ils n'ont même pas d'espace de production. Les 20 bateaux qui ont été promis à la base, ça n'a pas été respecté. Ils n'ont que 2 bateaux. Parce que pourquoi? S'ils amènent 20 bateaux, ils vont garer. Et comment ils vont traiter aujourd'hui? Donc, il y a toutes les difficultés par rapport à cela. Il faut une véritable politique. D'accord. Allez-y, Emmanuel, rapidement. Allez-y. Alors, moi, je vais dire quelque chose, un peu pour rembrayer sur ce que Félix était en train de dire. La décision du ministre, de la ministre plutôt du commerce, de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, cette décision brillera par son inapplication. Elle brillera elle aura le don de briller par son inapplication. Simplement parce que on rappelait tantôt le fait que les producteurs locaux n'exportent pas pour de gaieté de cœur. Ils ne le font pas parce qu'ils ont envie de servir, bien entendu, le marché extérieur. Ils le font parce que c'est du profit. Ils ne viennent pas pour faire de la philanthropie, c'est du business. C'est le profit qu'on recherche, ce sont des bénéfices qu'on essaye de générer. Maintenant, lorsque l'on estime qu'on peut plus faire des bénéfices à l'extérieur qu'ici, alors... croyez-moi que même cette décision d'interdiction qui a été prise, on va chercher à la contourner. Oui. Et il ne faut pas compter sur les agents de la douane. On sait comment ça se passe. La porosité de nos frontières avec les douaniers, je ne les accuse pas à tort, mais il est prouvé qu'ils sont toujours enclins à faire des arrangements parce que, naturellement, les commerçants useront de tout leur pouvoir pour permettre à ce que leurs produits se retrouvent dehors parce qu'ils ont déjà fait des productions. C'est vrai que c'est la saison des pluies qui commencent. C'est naturellement à cette saison-là que certaines productions se font, mais
il y a déjà des opérations qui ont été engagées. Est-ce que ceux-ci-là vont le vendre alors que le prix de la production au niveau local est resté le même? Ça, c'est l'autre question qu'il faut poser. Et si vous voyez, par exemple, on parlait du marché guinéen avec le taux d'importation, par exemple, sur la question du riz qui dépasse 400 millions de dollars par an. Oui. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte de ne pas continuer à être dépendant si en amont on refuse de permettre aux produisons ce que nous consommons? Absolument. Et je pense qu'un effort doit être fait dans ce sens-là. La décision qui est prise, à ma foi, on a juste fait du gaspillage de temps et d'énergie parce qu'en réalité elle ne s'appliquera pas. Oui, allez-y Caps. Voilà, moi ce que j'ai envie de rappeler, Djiba, c'est peut-être une proposition. C'est pas d'ailleurs la première que cette proposition elle soit faite sur cette antenne-là. C'est parce que souvent quand on analyse très bien avec ces producteurs locaux, ils sont dans l'informel. Il faut les aider à formaliser leur activité. Et pour y arriver, et ça, la proposition c'est que ça va aider à lutter contre le chômage en faisant du reprofilage. On a par exemple des étudiants qui sont là, qui font le marketing. Il faut les orienter vers ces agriculteurs qui sont là pour qu'ils adaptent le marketing qu'ils étudient à la fac là-bas à ce qui va permettre à ces gens de pouvoir mieux segmenter leur marché, savoir où se trouve la cible, où partir, qu'est-ce qu'il faut faire, la politique de packaging, tout ça. Mais au-delà de ça également, ceux qui font l'économie, la comptabilité, etc., qu'on les ramène vers ces gars pour les aider justement à pouvoir mieux gérer la comptabilité. Ceux qui font le droit également peuvent venir aider ces gens-là à structurer leur activité du point de vue droit. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse. Il faut qu'on comprenne de quoi notre pays a besoin. Au lieu de déverser des chômeurs sur le marché, réorientons ces étudiants qui sortent des universités vers ces secteurs-là et en formalisant ces activités, on leur permet simplement de pouvoir avoir l'équipe qu'il faut et ces jeunes-là pourront mettre en pratique ce qu'ils sont en train d'étudier. Et je pense que comme cela, ça permettra à ces gens de comprendre dans quoi je mets mon activité et comment je m'organise en termes de stratégie marketing, en termes de stratégie commerciale pour atteindre ma cible, pour atteindre mon marché. Mais au-delà de ça également, il faut que l'État accompagne. Souvent quand tu discutes avec les jeunes qui sont sur le marché ou qui sont dans l'agriculture, des fois ils ont ce problème de packaging. Pour avoir un emballage, c'est très compliqué parce que c'est très cher. Justement, moi je me rappelle, il y a 2 ans, c'était pendant la Covid, au compte d'une institution internationale, j'accompagnais une unité industrielle dans la production des solutions hydroalcooliques. Et donc pour avoir ces packaging-là, on était obligé de les commander du côté de la Côte d'Ivoire ou même du côté de la Chine parce que tout simplement c'est cher et vu que c'est cher, c'est le même problème dans le marché, secteur de la pêche. Exactement. La qualité de l'emballage n'est pas bonne et c'est ce qui fait qu'ils sont obligés d'aller chercher l'emballage alors que ça devait être du made in Guinée. C'est notre image, c'est ça aussi le branding. Et la semaine dernière, il y a le professeur Sarabaïlo Diallo qui est le directeur du centre de recherche et de gestion du système national de recherche agronomique disait à l'occasion du panel du ministère de la SENACI qu'il n'y a pas pratiquement de candidats maintenant pour l'agronomie en Guinée. Parce que les jeunes voient un peu ce secteur comme un secteur rabaissant, salissant, aller faire de l'agronomie, se voir un peu dans les champs. Et ça, il a recommandé à ce qu'on crée un profil au lycée, c'est-à-dire au même titre que les sciences sociales, on crée un profil d'agronomie dans les établissements. Et ça, lorsque vous avez votre BEPC, on vous envoie soit dans le profil agronomie ou sciences sociales. Et au sortir, vous aurez des candidats qui vont aller dans les centres agronomiques, géotechniques et halieutiques. Ailleurs, par exemple, je prends des pays comme l'Australie, j'ai eu à voir cet exemple-là où les universités où on parle des questions agricoles comme à l'ISAF de Farana, au sorti, les meilleurs projets des étudiants sont financés, sont accompagnés à la fois sur tous les segments, le marketing, tout ce qu'il y a autour pour les permettre de rentabiliser. Et il y a un travail qui est fait derrière. Rapidement, il y a une école ici, Yamasafuba, du côté de Koza, où des enfants, un des encadreurs a commencé à initier les enfants à l'agriculture. On l'a reçu dans notre émission ici. Vous voyez, les enfants produisent tout en s'amusant. C'est l'une des recommandations qu'il faut impulser l'esprit culturel dans les familles. Dès à la maison, il faut amener les enfants
à cultiver, à s'aimer, dans la maison même, que c'est de l'encourager. Nous qui avons grandi à l'intérieur du pays, on connaît quand même les potagers. Tu sais comment planter du piment, de la tomate et autres. Donc ces initiatives-là doivent être remises dans notre système éducatif. Justement, et dans les familles aussi. Il faut l'encourager dans les familles. Il faut en faire une habitude. 80% de la population guinéenne dépend du secteur agricole. Je pense que ça, c'est une priorité normalement qui devait être mise en avant selon la Banque mondiale. On en parle avec vous, Emmanuel. On était sur la situation de la pêche et de l'agriculture dans notre pays. Absolument. Sur cette question, je disais tantôt qu'il fallait naturellement, à chaque fois qu'on prend des décisions, en tout cas dans les hautes sphères de l'État, il faut en amont s'interroger sur la pertinence de ce qu'on est en train de proposer, mais aussi dans le long terme, parce que la décision qui est prise sur l'interdiction d'exportation de ces différents produits, il faut quand même noter que, je le disais tantôt, son applicabilité risque fortement de poser problème, puisque on sait comment ça se passe sur les différentes frontières de notre pays. On sait que les douaniers ne sont pas les plus aptes à faire respecter la loi, et que de ce fait, cette décision-là va souffrir d'inapplication. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que les prix, la conséquence de l'inapplication de cette décision, c'est que les prix ne vont pas baisser. Donc, la situation, le panier de la ménagère va continuer à devenir de plus en plus lourd à porter. Donc, c'est pourquoi je souhaiterais que, quand des décisions comme ça sont prises, il faudrait que le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, mais aussi le ministère du Commerce puissent en amont se concerter pour voir dans quelle mesure porter l'action, parce que si on veut que ce genre de mesures puisse porter, parce que l'objectif, bien entendu, c'est de faire en sorte que ce que nous produisons localement soit consommé. Et pour que ce que nous produisons localement soit consommé, il faudrait que le prix de ces produits produits par ça devient de la palissade, mais c'est tout comme et pour que ces produits-là soient consommés par la population, il faudrait que ces produits soient accessibles. Et comment c'est accessible ici? Le prix des produits importés est plus abordable que celui qu'on exporte. Donc, tout qu'on fait, je rappelais tantôt, il faudrait que le département du commerce puisse revoir cette décision-là, parce qu'en réalité, il porte préjudice aux producteurs locaux qui seront obligés de dépenser plus d'argent, parce qu'il va falloir graisser les douaniers pour pouvoir faire sortir leurs produits, parce que rien ne va leur empêcher de faire cela. Le commerce, ce n'est pas de la philanthropie, ce n'est pas de l'aumône qu'on fait à l'État, c'est du business, c'est du profit, c'est de l'intérêt qu'on cherche. Et s'il faut contourner le processus, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est ce qui va arriver. Voilà, Emmanuel qui analysait